Donc, autour de la table, Juliette Daboville. Salut Juliette. Salut Stéphane. L'aide conseil, il y avait longtemps, on va parler gouvernance. On avait parlé gouvernance ensemble, Juliette, les assemblées générales arrivent. On va se dire 2-3 trucs là-dessus. Cédric Guérin, entrepreneur. Salut Cédric. Salut. Léonidas Kalogiropoulos. Salut Léonidas. Médiation et arguments. Et donc, Étienne Vasmer qui est en direct avec nous depuis Abu Dhabi. C'est ça, Étienne, Abu Dhabi? C'est ça, tout à fait. Où tu as le bonheur de travailler. Donc, économie à somme nulle. Rentrons tout de suite dans le sujet, Étienne. Quels sont les termes du débat et de quoi parle-t-on quand on parle d'un système économique comme d'un jeu à somme nulle, ou plutôt de ceux qui pensent que le système économique est un jeu à somme nulle? Alors, c'est plus un point de vue qui, en fait, s'adapte à certaines situations, mais quand les profits augmentent, c'est forcément au détriment des salariés. Si le boulanger gagne bien sa vie, c'est forcément au détriment de ses clients. Si un pays s'enrichit dans le commerce international, c'est forcément au détriment des autres pays. Et donc, c'est une façon de voir l'échange économique comme essentiellement un rapport de force, où les termes de l'échange vont être définis par des régulations, des combats, des acquis sociaux. Et tout ça, au fond, est assez naturel, puisque c'est un peu une partie de l'histoire sociale et économique du pays. Et c'est par opposition au jeu à somme positive où si les profits de l'entreprise ont augmenté, c'est peut-être parce qu'elle est innovée. Donc se pose ensuite évidemment la question du partage, mais la question du partage vient après la question de la création de valeur et de richesse. Voilà. Et dans certaines situations, le premier point de vue est tout à fait louable et légitime puisque ça s'applique à certaines situations très précises. Et les économistes se sont d'ailleurs rendus compte que même en matière de commerce international, on retrouvait un peu cette problématique de jeu à somme nulle quand on parle des ressources naturelles, quand on parle des ressources en eau, les terres. On voit que, y compris aux portes de l'Europe, il y a des conflits pour la redistribution de ces ressources. Et donc, quand les ressources deviennent rares, les tensions s'exacerbent dans le premier paradigme. Le deuxième paradigme, c'est plutôt, voilà, il y a une façon d'innover qui permet ensuite d'accommoder et de redistribuer les richesses par ailleurs. Mais c'est assez frappant avec, par exemple, le plan Inflation Reduction Act aux États-Unis, assez clairement, même si, et tu vas nous le dire, les Américains sont plutôt contre cette logique d'économie à somme nulle, là quand même, on a l'impression qu'il essaye d'attirer chez lui des développements, on va dire, développement d'entreprises, qui sinon se seraient faits ailleurs. Et c'est vrai que là, la réflexion sur l'économie à somme nulle peut être intéressante. Quels sont aujourd'hui, et c'est là où c'est très intéressant, Étienne, et je pense que, pourquoi est-ce que je voulais qu'on en parle? Parce que je crois que ça nous permet de comprendre le psychodrame qu'on est en train de vivre sur les retraites. En fait, ce sont des chercheurs qui ont analysé les groupes sociaux qui sont plus ou moins sensibles à cette logique d'économie à somme nulle. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Oui, alors c'est un travail que j'ai beaucoup apprécié, qui n'est pas le mien, qui est celui de 4 chercheurs de Harvard, dont 2 que je connaissais plus particulièrement, Stefania Stancheva et Nathan Nunn, qui sont tous les deux des économistes extrêmement brillants. Et ils ont interrogé 15 000 Américains en leur demandant justement quelle est leur perception de l'échange. Alors justement, les questions dont on a parlé il y a un instant, dans le commerce international, si un pays s'enrichit, est-ce que c'est forcément au détriment d'un autre? Si un groupe de la société s'enrichit, est-ce que c'est forcément au détriment d'un autre? Si les immigrants d'un pays s'installent et commencent à travailler et voient leur situation personnelle s'améliorer, est-ce que c'est forcément au détriment des autochtones? Et donc, et comme ça, on a une série de questions pour lesquelles on peut être tout à fait en désaccord ou tout à fait en accord, et ça permet de construire des indicateurs de ce qu'ils appellent le zero-sum thinking. Est-ce que je crois dans cette logique de jeu à somme nulle? Et alors, une des premières choses qui m'a frappé dans l'étude, à part le volume de questions collectées, c'est que ces dimensions en fait sont assez corrélées. C'est-à-dire que les gens qui pensent dans la logique du jeu à somme nulle le pensent dans beaucoup de dimensions. Et donc, en fait, on peut construire de ce fait-là un indicateur synthétique de la façon dont les gens perçoivent l'échange économique et plus généralement l'échange en société. La deuxième chose, c'est que ça correspond beaucoup à des trajectoires personnelles très très anciennes. Ça peut être parce que quelqu'un pendant 20 ans ou 30 ans a réussi sa vie, donc c'est plutôt les républicains qui sont dans la logique du jeu à somme positive, plutôt les démocrates qui sont plus proches des groupes sociaux défavorisés, qui pensent dans la logique du jeu à somme nulle, mais aussi les dynasties ou les trajectoires familiales. Les gens qui ont migré aux États-Unis en provenance de pays plus pauvres sont dans cette logique du gain à l'échange, des jeux à somme positive. Et en revanche, les gens qui sont issus de descendants de familles d'esclaves, eux voient le commerce qui a été, dont ils ont été victimes comme un jeu à somme particulièrement nul et
en l'occurrence très défavorable. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est vraiment des déterminants très profonds, très individuels, qui font qu'au fond, les positions sont très segmentées sur ces questions. On pourra avoir tout le raisonnement rationnel qu'on voudra, on pourra proposer des troisièmes voies à n'en plus finir. Vous avez une dynamique sociale qui est là et qui fait que ça va durer pendant assez longtemps et que ça va situer les gens par rapport aux réformes, aux enjeux de société, de politique publique. Alors c'est là que je voulais un petit peu en venir, Étienne. Est-ce que, je disais en introduisant ce sujet, j'ai l'impression que c'est le cœur de ce qu'on est en train de vivre, nous, sur les retraites. En gros, à quoi ça sert de travailler plus, puisque de toute façon, une grande partie de mon travail est captée par les plus riches et par ceux qui ont déjà tout. D'abord, est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Et de manière plus large, quelles sont les conséquences économico-sociales, on va dire ça comme ça, de ces réflexions et de cet état d'esprit? Alors, effectivement, ces deux visions, ça permet de réfléchir beaucoup en différents termes, en termes financiers, comme ça a été dit. Si je travaille plus longtemps, comme on me prend le produit de mon travail, c'est pour l'enrichissement des actionnaires ou de la société. Mais c'est aussi une logique de jeu à somme nulle par rapport à l'emploi lui-même. Dans cette logique-là, si vous travaillez une année de plus, vous allez en fait empêcher un jeune de travailler. Et dans la logique au contraire du jeu à somme positive, si vous avez quelqu'un qui travaille plus longtemps, d'une part, il n'est pas complètement substituable par son expérience, son ancienneté, son recul avec un jeune. Et par ailleurs, il va lui-même créer une demande, des services qui vont in fine, au bout de la chaîne, créer des emplois différents, mais pas forcément celui qui était occupé au départ. Donc oui, ça permet de réfléchir à ces questions et de comprendre pourquoi il peut y avoir une résistance forte si on est imprégné de ce paradigme. J'aurais envie de rajouter une chose qui est un peu le pendant du jeu à somme nulle, c'est le zéro mobilité professionnelle. C'est-à-dire que quand on entend des témoignages souvent durs et dramatiques de personnes qui sont dans des métiers usants, physiquement ou psychiquement, effectivement, quelqu'un qui a des horaires décalés, qui travaille dans l'industrie agroalimentaire de 4 heures du matin à midi, ce sont des conditions objectivement dures et après 60 ans, 62 ans, se projeter au-delà est compliqué. Mais c'est un peu le pendant de zéro mobilité. Et il serait peut-être intéressant, d'ailleurs c'est un des volets de la réforme sur lequel je crois que le ministre a insisté encore ce matin, c'est les transitions douces, enfin, ce que j'appelle les transitions douces, c'est-à-dire soit mise en retraite progressive, soit reconversion, qui se prépare largement en amont. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles on avait travaillé dans le passé avec notamment Mathilde Lemoine. Comment est-ce qu'on prépare les mobilités professionnelles? Il y a tout un tas de dispositifs. En l'occurrence, pour ce qui est des retraites, même si on ne devait pas en parler, c'est probablement aux caisses de retraite de se saisir de ces sujets-là et de préparer dès la cinquantaine, en fait, les reconversions professionnelles en demandant est-ce que vous voyez dans ce même métier dans 15 ans? Sinon, comment est-ce qu'on fait? Et comment est-ce qu'on réduit l'intensité, le stress et tous les problèmes psychiques qui peuvent être engendrés? Tu vas même plus loin dans la conclusion qui est passionnante du point de vue que tu as écrit dans Les Échos. C'est quasiment structurel dans notre continent. Enfin, je ne sais pas si tu vois à quoi je fais affluence, mais vraiment la conclusion où tu dis c'est un phénomène de psychologie collective qui nous permet de comprendre l'évolution de notre zone européenne par rapport à celle du reste du monde. Oui, c'est passionnant. Alors ça, c'est pas dans l'étude dont je parlais, puisqu'ils se sont concentrés sur les États-Unis, mais c'est vrai qu'en analysant un petit peu l'histoire longue sur ces questions-là, l'Europe, c'est un continent où la source de richesse, c'était la terre, et la terre, c'est l'exemple d'une ressource qui est un jeu à somme nulle. Il y a celui qui la possède et celui qui éventuellement y travaille, mais c'est un jeu de partage à somme nulle. Les États-Unis et le Canada, c'est très différent. Vous avez une immense richesse de terre, et donc les gens qui sont arrivés étaient là pour contribuer. Et quand on accueille un migrant au Canada, il va contribuer à la société, créer de nouveaux services et lorsque c'était l'agriculture, exploiter de nouvelles terres. Donc dans l'inconscient collectif, c'est extrêmement différent. Et l'Europe est vraiment le continent qui s'est construit sur la répartition des terres au moment des révolutions et des changements de régime. Donc, non seulement on a cette appréhension vis-à-vis de l'économie, tout ça a changé au moment de la révolution industrielle, enfin des révolutions industrielles, avec l'économie du savoir, mais ça reste encore assez fort dans les relations sociales. Mais en plus, on a une déclinaison du jeu à somme nulle qui est le jeu un peu à somme négative, c'est-à-dire tout progrès humain est par nature en train de détruire des ressources et travailler plus, c'est continuer à exploiter un peu plus la planète. Et donc, je pense qu'il y a une partie de ça, alors évidemment,
on est tous un peu partagés sur ces questions, on a des degrés différents d'appréhension de ces phénomènes, mais il y a quelque chose comme ça qui fait qu'on a une espèce de peur de l'avenir et donc il faudrait essayer de rétrécir un peu notre production. Alors sur ça, je voudrais dire une chose, parce que je vis dans une région du monde qui, elle, est en plein essor. On voit dans nos salles de classe des étudiants indiens, chinois, du Népal, de Corée, du Japon. Eux, ce n'est pas leur problématique. Leur problématique, c'est de réussir à rattraper le niveau de vie européen, et peut-être avec une forme de ressentiment, je crois qu'on peut le dire comme ça, pas individuellement, mais sur collectivement ce que l'Europe a fait pendant plusieurs siècles. Et donc il ne faut pas espérer trop de douceur lorsque les différents pays qui nous rattrapent arriveront à des niveaux de vie comparables. Ouais. Ça sera dans une logique de partage des ressources qui, elles, sont rares. Voilà. Et donc là, on aura besoin de sans doute réfléchir à comment préserver notre modèle social en étant à la fois fort, peut-être économiquement, financièrement, peut-être diplomatiquement, peut-être militairement. L'exemple de l'Ukraine, à nouveau, est là pour nous ramener un peu à ce genre de problème. Très intéressant. Vous avez une question à poser à Étienne, Cédric. Cédric, il est positiviste, c'est un entrepreneur. Donc il est positiviste, donc tu disais, mais la théorie économique dit forcément que c'est pas un jeu à somme nulle, c'est pas possible. Oui, parce que c'est intéressant. Là, on parle beaucoup de psychologie, finalement. Qui pense quoi par rapport à sa classe sociale ou d'où tu viens. Et ça serait intéressant de savoir la théorie économique, ce qu'elle dit concrètement. Étienne ? Oui, alors la théorie économique, il n'y en a pas une, heureusement, il y en a plusieurs, et elle est beaucoup plus diverse que ce qu'on a pu croire quand on a étudié l'économie il y a 30 ans. Il y a eu des dizaines de théories, heureusement. Mais je pense que pour le coup, pour ce qui est du commerce international, on est en train de se rendre compte qu'il y a des terres rares en nombre limité, des terres agricoles en nombre limité. Nous, on a la chance d'en avoir plein, mais vous allez dans d'autres pays du monde, elles sont rares. Il y a des guerres pour l'eau. Et ça, c'est des problématiques auxquelles on ne pense pas suffisamment, je crois, en tant qu'économiste. Ça vient. Et là, oui, il faut bien il y a quand même un partage des ressources et des richesses. Et même le commerce international, hein, il y avait la politique de la canonnière au XIXe siècle, on ouvrait des marchés avec les canons des bateaux anglais sur les rivages de Chine. Donc c'est quand même présent dans l'histoire de l'humanité. Alors, Léonidas, une question, Léonidas. Bon, globalement, cette vision du partage de somme nulle, c'est très malthusien. Voilà, il y a un gâteau, il est ce qu'il est. Absolument. Quelqu'un prend une part, il a pris à quelqu'un d'autre. Ce qui a transcendé toute cette vision, c'est les entrepreneurs. C'est comment est-ce que on crée 3, là on met 2 et 2 ensemble, enfin bon, ou 1 et 1 ensemble, et ça démultiplie. Est-ce qu'il n'y a pas finalement tout un processus de formation de tous ceux qui regardent uniquement le monde comme un partage de parts égales et où à chaque fois quelqu'un a pris la part de l'autre, pour que on puisse se projeter sur la multiplication des pains, parce que c'est quand même ça notre histoire quotidienne de l'innovation, des services qui n'existaient pas, de toute la création de richesses. Est-ce que la formation, parce qu'il y a quand même des élèves et des professeurs et une dynamique, est-ce que l'on peut amener tous ceux qui se considèrent comme les damnés de la Terre depuis toujours, à leur dire finalement le monde vous appartient et l'avenir est entre vos mains. Étienne ? Je ne peux pas être en désaccord avec ça, évidemment, et on peut sur le très très long terme regarder les progrès techniques. Il n'y a pas un exemple de problème qu'on n'ait pas réussi à résoudre. Il y a encore 3 ans, personne ne pensait qu'on aurait un vaccin en quelques mois. Et on aura probablement des innovations auxquelles on ne pense même pas maintenant, qu'on n'est même pas capable de concevoir pour régler une grosse partie des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment où il y a des ressources qui seront difficiles à substituer à d'autres, que ce soit l'énergie ou l'eau. Fondamentalement, c'est ça. Et c'est peut-être la réponse de l'humanité de réduire la démographie. C'est ce qui est en train de se passer en Chine et qui va suivre en Inde. Ça résoudra peut-être une partie des problèmes. Mais il faut quand même garder en tête qu'il y a une petite partie de choses, de raisonnement à somme nulle qu'il faut garder au fond de notre esprit. Oui, tout à fait. Et même si tu dis, et merci pour cet entretien, parce que c'est là où on est un peu au cœur de ce qui se passe dans notre pays, le jugement porté sur les politiques publiques, on va privilégier l'effet redistribution à l'efficacité dans le soutien à la création de richesses. Voilà. Et c'est là où effectivement on a un biais qui devient d'une certaine manière autoréalisateur. Étienne, je ne sais pas s'il y a encore un mot là-dessus. L'avenir est ce qu'on en fait. Et donc, la façon dont on perçoit le monde conduira à in fine confirmer ou infirmer ce qui nous arrivera. Merci beaucoup, Étienne.
Merci Étienne Vasmer, merci d'avoir été avec nous pour démarrer cette émission. Juliette, je ne t'ai pas proposé de poser de questions parce que ce que raconte Étienne, toi tu le vis, c'est-à-dire toi tu vas en Tunisie, tu vas au Kazakhstan, tu me racontes des pays où... Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit et je pense vraiment qu'il faut lier l'approche économique et l'approche psychologique. C'est vraiment essentiel parce que si on ne comprend pas le ressenti des pays dits en développement, j'ai horreur de la notion, dans le jeu qui est en train de se créer au niveau mondial, je pense qu'on passe à côté effectivement de... Mais l'ensemble des endroits où tu vas pour essayer d'amener justement un petit peu de gouvernance, c'est bien qu'il y ait une croissance exubérante en fait, et qu'ils n'ont absolument pas l'intention de mettre le pied sur le frein. Alors, il y a une croissance exubérante, ça c'est sûr. Il y a aussi effectivement un ressenti par rapport à la vieille dame Europe. Ouais. Et ce qui fait que ça nécessite quand même que les entrepreneurs d'origine européenne, avec des différences de valeurs, acceptent d'entendre un petit peu ce qui se passe de l'autre côté et s'adaptent aussi aux demandes de ces pays-là. Ouais. Et je veux dire, quand on regarde toutes les entreprises, là je voyais encore sur les entreprises du CAC, je crois que c'est Atos qui a annoncé récemment le fait qu'il voulait encore plus se développer en Afrique, au Maghreb, en Asie du Sud-Est, etc. Je dis, oui d'accord, c'est le marché de demain, tout le monde en parle, mais en revanche, il faut quand même comprendre ces cultures, accepter ce qu'ils vivent, accepter ce problème de partage des richesses matérielles, que ce soit l'accès à l'énergie... L'histoire du gringo, pas assez bon pour Jacques Vabre, c'est fini, quoi. Voilà. Oui. Donc, soit on est capable d'entendre cette histoire et cet impact psychologique de masse, et dans ce cas-là, on peut construire quelque chose d'un peu différent en termes économiques, soit on ne le fait pas, et je pense que ce sera plus compliqué. Cédric, vas-y. En discutant, je pensais à quelque chose. Et on pourrait différencier un petit peu ce dont on parlait des ressources naturelles et autres qui sont finalement en quantité finie, des services. Parce que quand tu réfléchis, l'innovation, qu'est-ce qu'elle fait? Tu prends un Doctolib. Elle va prendre l'argent du médecin pour payer un service qui va au consommateur final, nous les patients, nous rendre service, nous donner du temps, plus de temps, parce que va rendre de l'efficacité. Donc finalement, si tu ne le regardes pas à deux, mais à plusieurs, tu vois qu'il peut y avoir un tiers qui bénéficie de ce partage de valeur entre les deux et qui finalement, pour son confort, parce que finalement l'efficacité d'une plateforme comme Doctolib va te permettre d'avoir du temps pour le consacrer à d'autres choses, ta famille et autres. Et donc finalement, même si c'est pas matériel, tu vas en bénéficier et c'est finalement une création de valeur pour le tiers. Mais ça va même au-delà, Cédric. Une plateforme comme Doctolib va te permettre d'être en bonne santé. Il te donne accès alors justement dans un système de ressources contraint qui est l'accès aux médecins. Je lisais d'ailleurs, c'est fou ce chiffre que j'ai découvert. Donc on est dans un système de rareté médicale, on va dire ça comme ça, et plus de 25% des rendez-vous ne sont pas honorés. Et ça rend fou les médecins, parce que, alors, non seulement c'est un manque à gagner, mais ils sont bien conscients, eux aussi, de ce qu'il y a une pression de la patientèle, comme on dit, pour derrière se faire soigner. Donc, t'as parfaitement raison. Il peut y avoir un tiers dans ce jeu à somme nulle entre deux personnes. Maintenant, il y a... Oui, mais c'est intéressant. Moi, j'étais évidemment sûr que ici sur Bismart, avec vous, ce serait mais qu'est-ce que c'est que cette hérésie, un jeu à somme nulle? Même moi, quand j'ai lu le truc, je me suis dit mais enfin un jeu à somme nulle. Et donc c'est intéressant qu'Étienne nous ramène un peu sur terre en disant si, il y a quand même des moments où ça l'est. Voilà. Mais, en l'occurrence, sur la présence de communautés qui ont ces visions un peu différentes, on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher à l'étranger. On les a chez nous. On les a chez nous. Effectivement, toute la question de la répartition des richesses qui serait, au bout d'un moment, quand on entend certains débats, la seule source d'enrichissement, comme si s'il n'y a pas de répartition, eh bien, la question de savoir comment la création de richesse se fait, c'est une part de la pédagogie économique que nous n'avons absolument pas faite, et je pense qu'on en est responsable. C'est de ta faute. La tienne. Non, pas celle de Cédric, c'est pas possible. Non, mais je dis ça parce que je pense que c'est à nous de le faire. Lorsque j'ai des chefs d'entreprise qui disent mais entrepreneur pour la République, ça sert à quoi? Ça sert à un moment donné à montrer à tous les citoyens que des réponses aux besoins qu'ils ont, ce n'est pas uniquement une loi, un décret ou une taxe, c'est que les entrepreneurs tous les jours apportent des solutions. Et d'ailleurs, ils apportent aussi des solutions à un problème que l'on entend qui est criant dans toutes les manifestations contre les retraites, ce mal-être au travail qui montre que tous les progrès que l'on a faits sur la qualité de vie au travail intéressent des millions de citoyens, de salariés qui ont bénéficié de ce progrès. Mais il y a une France périphérique du travail.
il y a des pans entiers de notre économie où ça n'a même pas approché la porte de l'atelier ou de l'usine ou de l'entreprise. Moi, je ne veux pas faire de misérabilisme. Des pans entiers, non. Tiens, étude très intéressante là, parce que qui a permis d'objectiver de l'Institut Montaigne. On en parlait avec Bertrand Martineau la semaine dernière. Tu as 2/3 aujourd'hui des salariés qui sont parfaitement satisfaits de leurs conditions de travail et qui sont heureux au travail. Et il y a un tiers qui est en dehors de ça. Enfin, il y a un tiers qui se pose plus de questions, mais le misérabilisme, si tu veux, autour de travail, moi, commence à... Non, mais le système. Non, mais, voilà. pardon, mais tu imagines à quel point je suis loin du misérabilisme autour du système. Ne répands pas cette du tout. rumeur néfaste. Je ne puisse dire ça, vraiment. Qu'est-ce que tu voulais dire sur les retraites? Parce que tu as dit, c'est un sujet qui me semble très important. Si on réduit ce qui se passe avec des millions de gens qui manifestent à quelques petits crétins qui viennent parler du droit à la paresse, on se cordérise dans une caricature qui est idiote pour nous collectivement. Il y a un sujet, un vrai sujet, c'est qu'il y a des gens pour lesquels on a apporté une mauvaise réponse à la question de la pénibilité, qui leur disent vous avez 45 ans de souffrance au travail, on va vous en enlever 2 ans. Et ces mauvaises réponses, c'est pas en réduisant la durée du calvaire qu'on traite le calvaire. Le calvaire au travail, il faut le traiter, et c'est un pan entier pour nous collectivement, pour les milliers d'entreprises qui travaillent sur la qualité de vie professionnelle. Il y a manifestement des gens pour lesquels l'horizon indépassable de ce sujet, c'est de dire je vais travailler un peu moins dans la semaine, après je vais travailler un peu moins dans la durée. Non, il faut qu'on prenne ce sujet-là, la professionnalisation, tout le problème effectivement de la reconversion, des perspectives, ça c'est des vrais sujets. Juliette. La conclusion de l'article sur le risque d'économie à somme négative entre l'Europe et les pays qui se développent. C'est ce dont on vient de parler. C'est ce dont on vient de parler. Je pensais à l'intervention que tu avais faite hier sur la Banque centrale, avec le fait de mettre le climat dans le package. D'accord. Et là, je trouve que vraiment, on est en plein dedans. Parce qu'à force, et ça va être une thématique climat dont nous reparlerons sans doute, mais à force de prendre cette thématique climat au niveau de l'Europe et de se rendre compte que la dernière COP climat, elle a quand même été pilotée avec un président qui représentait aussi d'autres enjeux et qui a conclu en disant on a besoin aussi de développer nos économies, nos emplois, et on ne va pas s'arrêter là-dessus. Je pense que sur le plan psychologique, que ce soit en France, en Europe ou ailleurs, on a un vrai sujet là-dessus, et je pense quand même... Mais tu veux dire quoi, Juliette? Tu veux dire à force de prendre ce sujet climat en Europe, mais d'être les seuls en fait à le prendre, on va s'imposer tous les sacrifices sans aucun bénéfice parce que... Je pense que l'économie à somme négative, effectivement, la question qui est posée en conclusion mérite d'être regardée dans le détail. Oui. C'est tout ce que tu voulais dire sur les retraites, Léonidas, ou tu avais un autre truc? Non, je voulais dire ça sur les retraites. Ça me fait beaucoup à cœur parce que je trouve que ce n'est pas avec des comptes pénibilité que l'on résout ces problèmes-là. Mais je pense que c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet, il faut juste l'entendre. Parce qu'on aime bien entendre les choses et les traiter. Non, mais j'entends. Tiens, il y a un chef d'entreprise qui me racontait ce que sont pour lui les conditions de travail effectivement les plus dures. Donc c'était effectivement dans l'agroalimentaire. Et c'est particulièrement les mecs qui bossent, c'est une grande marque qui vend de la viande en grande surface, dans les frigos. Oui. C'est-à-dire, les gars, ils sont à 4 degrés, à 4 heures du matin. Alors, non, même sans les carcasses, si tu veux. Là. Et ce chef d'entreprise me regardait et me disait, je ne sais pas comment ils font. Et après ça, il te dit qu'il a des problèmes de recrutement. Donc, tu as parfaitement raison, tu as envie de lui dire, écoute mon pote, à un moment là, il faut les sortir, voilà. Prends le sujet à bras le corps, les laisse pas 4 heures dans les frigos, fais des rotations, j'en sais rien, tu vois. Mais tu peux pas d'un côté dire, je sais pas comment ils font, et d'un autre côté dire, tu te rends compte, je trouve personne pour bosser, c'est pas possible. Voilà. Donc je suis d'accord avec toi, néanmoins je trouve que dans le débat public, le misérabilisme autour du travail, l'idée que cette formidable Rachel Keke, là, que j'adore, cette députée LFI, c'est très bien qu'il y ait une femme comme elle qui soit à l'Assemblée, mais nous dire que le travail, c'est les conditions qu'elle a, elle, rencontrées dans l'hôtellerie, non, c'est pas possible. Mais bien sûr, voilà. Mais en revanche, donc on est d'accord. Le fait que ce que l'on a conquis pour des millions de travailleurs, eh bien, il reste encore un terrain de conquête. On est d'accord. Et c'est un rôle des chefs d'entreprise. Et absolument. Bien sûr. Et c'est notre job. Quand j'ai commencé chez Bouygues à l'époque, je me souviens, il y avait tous ceux qui nettoyaient les égouts. Ouais.
Bon, chez Bouygues, on n'a pas attendu d'avoir des réglementations ou autres pour dire ces gens-là, on sait qu'ils sont pliés en quatre pour pouvoir aller nettoyer. Eh ben, il y a Je suis des désolé, progrès à le chef d'entreprise intervient. Eh ben C'est le rôle du chef d'entreprise. Qui est infiniment plus important sur la photographie de l'état du travail dans notre pays que de s'emmerder depuis des semaines sur le curseur de la retraite. Cédric, tu as un truc à dire là-dessus? Moi, j'abonde. Il faut résoudre le problème et pas essayer de mettre des sparadraps. Donc, c'est exactement ce qu'a dit Léonidas. ESG washing. Parfait. On marque. Oh, dis donc, ESG washing. Je l'ai donné juste parce que j'en reviens pas. Tiens, Cédric, ça va te. Tu as vu l'augmentation de capital d'Orpea? Oui. Donc, quand le bouquin sur Orpea est sorti, le titre cotait à 88 €. L'augmentation de capital en fonction, ça c'est ton job, de qui souscrit ou pas, va être entre 0,13 et 0,20 €. Mais je trouve que finalement c'est assez sain. Je trouve c'est sans précédent, c'est une leçon. Ça rappelle plein de choses qui sont premièrement que les actionnaires sont les derniers à être servis en cas de problème. Et ça, c'est bien de le rappeler. Il y a de la seniorité entre la dette, les actionnaires en action. Donc, finalement, c'est pas que dans les livres. Ça existe vraiment. Et tout le monde doit faire des efforts. Les actionnaires sont les premiers et les codes quasiment totalement rincés. Mais les créanciers vont faire les efforts pour étaler la dette, réduire soit le principal et ou les intérêts, l'étaler par rapport au nouveau plan d'affaires du groupe. Et je trouve que ça fait du bien de revenir à des fondamentaux, comme quoi il y a des boîtes qui, de temps en temps, ont besoin d'être restructurées et que ceux qui payent, à la fin, ce sont les actionnaires. Ils prennent un risque et donc la fiscalité, tout ce qui va avec. Il ne faut pas s'étonner. Il y a un risque à l'investissement. T'as plein d'autres choses sur ce dossier. Enfin, moi, non, mais je ne veux pas rouvrir le dossier. Oui, mais non. Mais défaites des notations ESG. Oui. Non, mais tu vas jusqu'au bout. Repenser les biens communs sur les activités, quels sont les modèles, les modèles économiques, les business models que tu mets en place. Enfin, pour moi, ce dossier est passionnant. Bon, c'est passionnant. On marque une pause.